au point rédaction et nous sommes avec Christian Convert que vous connaissez bien évidemment. C'est vrai que ça me fait de la peine d'imaginer que, je ne sais pas si c'est 70, 80 ou 90 agriculteurs ont passé la nuit en prison. Ça me fait de la peine. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réponse-là. Elle ne me paraît pas adaptée. Cette humiliation ne me paraît pas adaptée. On ne sait pas d'ailleurs s'il y a dégradation ou pas dans le marché du mine. Mais quand je vois la dignité de ces manifestations, quand je vois les prises de parole que j'entends depuis 8 jours, ça ne me C'est invraisemblable ce qui se passe. On est dégoûté. Bon, déjà, il y a eu un traitement spécial, un petit peu pour nos gars là, qui arrivaient du Lot-et-Garonne, qui étaient en nombre. Et là-bas, c'est un secteur quand même qui est... Tous les secteurs sont pas pareils en France, le secteur est très difficile. Donc c'était convenu, on a convenu, puisqu'hier on rencontrait le Premier ministre, on a quand même échangé. On a eu un bon échange d'ailleurs avec le ministre, mais on voulait traiter ce point qui pouvait être un point de conflit, puisqu'ils avaient mis comme objectif pas d'envahir Rungis. Rungis, c'est pas votre plateau, là. Ça fait combien d'hectares, Rungis? Donc si on avait une cinquantaine de personnes qui allaient à Rungis, je pense pas que ça allait bloquer. L'objectif n'était pas du tout de bloquer. Mais on sait ce qui s'est passé à Rungis, il y a eu des dégradations ou pas? Ils y sont allés. Ils sont rentrés dans le marché. Bon, ils sont allés, ils étaient en voiture, ils ont rien forcé, ils étaient à pied. Après, ils sont rentrés dans le marché, c'était surtout pour la discussion. Je pense qu'on a vu ça sur les plateaux de tout le monde. Ils avaient demandé à rentrer, mais apparemment, ils sont rentrés. Moi, j'ai eu quelques photos dans le marché, mais ils étaient une quinzaine quand ils sont rentrés. Mais, ni en effraction, ni rien du tout. Alors, j'attends de voir l'histoire des dégâts, hein, parce qu'il faut arrêter de nous prendre quand même pour... Bon, voilà. Donc, c'est inadmissible. Après que ces gens-là, ils les emmènent en prison, quand le ministre, 2 heures avant, qui nous dit je veux que la France reste la France. Laquelle France? Bon, Sandra Buisson est avec nous, elle va faire le point sur ces interpellations, parce qu'on ne sait pas le nombre d'interpellations. Si, 91. 91 hier. On était là-bas cette nuit. Bon, Sandra, d'abord, est-ce que ces gens-là sont toujours en prison? Et puis on écoutera après l'avocat. En garde à vue. En garde à vue. Est-ce que ces gens-là sont toujours en garde à vue à l'heure à laquelle nous parlons? Combien sont-ils? Et est-ce que, par exemple, on va écouter l'avocate également de Karine Duc, on était là-bas cette nuit, qui n'a pas pu voir sa cliente parce que visiblement il y avait aussi des problèmes de procédure, si j'ai bien compris. Expliquez-nous ça, Sandra Buisson. Alors, pour les 15 personnes qui ont été interpellées hier matin pour avoir tenté de bloquer un accès à Rungis, eux sont sortis au bout de quelques heures de garde à vue hier et on ne sait pas encore si des suites judiciaires leur seront réservées. Concernant les 91 personnes qui ont été interpellées dans l'après-midi au moment de l'intrusion sur la zone de stockage, selon nos informations auprès du parquet de Créteil ce matin, 79 sur ces 91 personnes ont effectivement été placées en garde à vue hier soir et ces gardes à vue se poursuivent aujourd'hui pour déterminer qui a pu faire quoi. Vous savez qu'ils doivent répondre de 2 chefs, de dégradation en réunion et puis de participation à un groupement en vue de préparer la dégradation de biens. Ce que les agriculteurs que nos journalistes ont rencontrés sur le site hier soir, on nié catégoriquement. Alors on parle, selon différentes sources, d'une porte qui aurait été forcée. Il va falloir attendre que les auditions et puis les éléments d'enquête puissent déterminer qui a pu faire quoi. On peut peut-être écouter l'avocate c'est Karine Duc, de la coordination rurale. J'ai entendu hier, et ça m'a étonné, parce que c'est un garçon qu'on a souvent reçu ici, et pour lequel on a une certaine amitié, disons-le, Carl Olive, qui a parlé de la coordination rurale et qui vous a qualifié d'extrême droite. Non mais, bref. Non mais j'ai entendu ça. C'est même pas la peine de répondre à ça. C'est même pas la peine de répondre à ça. C'est caricaturer, pour caricaturer, je développerais ce qu'on va dire aujourd'hui, parce qu'on a une poursuite de l'action, mais ça rime à quoi des conneries pareilles? Et j'ai entendu également la FNSEA qui aurait sans doute, avec le gouvernement, incité à ce que ça, je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des éléments là-dessus. Oui. Mais enfin, c'est mais si c'est vrai, alors là, c'est à tomber sur la tête. Pour freiner la progression. La FNSEA aurait... C'est quoi? C'est la FNSEA qui donne les ordres, qui donne les consignes aux forces de l'ordre? C'est ça? Enfin, je sais pas, on a vu Sainte-Soline, des agriculteurs qui venaient taper sur les autres agriculteurs. Alors maintenant, si c'est un syndicat qui commence à taper sur l'autre syndicat, non, mais alors là, c'est sûr qu'on est foutu. Hein. La volonté hier, c'était qu'en aucun cas, des syndicalistes, des agriculteurs ne puissent entrer à Rungis. Voilà. L'exécutif et la FNSEA ne voulaient pas de ça. Ce que ne comprend pas... eux qui donnent l'ordre. Mais les gens ne comprennent jamais une révolution, en fait, ceux qui dirigent.
Le pays, il est bouleversé par ce qui se passe. C'est ça la réalité. Le pays est bouleversé par ce qui se passe. Et mais vous n'en savez rien. Et moi non plus. Pas pour nous. Mais vous n'en savez rien. Non. Vous n'en savez rien. Le départ, peut-être. C'est-à-dire que vous savez, Louis XVI, un jour, il a mis rien. Oui, non, mais... Vous n'en savez rien. Je veux dire, pardonnez-moi. Vous pouvez pas... Rien. Mais vous n'en savez rien, moi non plus. Je vous dis pas ça. J'en sais ce qu'on voit aussi. Mais ce qu'on voit... Je veux dire, vous êtes au début d'un processus. Mais vous avez un espoir secret. Pas du tout. Je pense que les Gilets jaunes, c'était une révolution et ça n'était pas une révolution. Mais sauf, Philippe, que ça peut être une révolution dans les têtes. Je vous dis, c'est la première fois qu'on soulève le capot européen. C'est la première fois. On verra tout à l'heure en 2005. C'est la première fois. C'est-à-dire que sur l'immigration, ils font ce qu'ils veulent de leur côté. Il n'y a pas d'organisation qui permet de revendiquer ou d'avancer. Sur l'électricité, c'est juste n'importe quoi ce qui a été fait par l'Europe. Oui. Hein, c'est un impôt européen, les 10% d'électricité en plus. C'est ça la vérité. Oui. Mais ils font ce qu'ils veulent, pareil. Là, vous avez une organisation, des gens disciplinés, un monde ancien. Un monde ancien. Et nouveau, il y avait des jeunes, attends. Mais vous représentez un monde ancien dans le sens que vous êtes organisé, solidaire, discipliné. Qui est solidaire aujourd'hui? Tout le monde. Non mais, dans le monde d'aujourd'hui, qui est solidaire à part des paysans? Les militaires, peut-être, les policiers, je disais, il y a très peu de gens qui sont solidaires. L'agriculteur d'abord. Bon. Donc c'est le monde ancien que vous représentez. Et on soulève le capot et on dit, mais on est chez les fous. Oui. On est chez les maboules. Oui. Bah oui. Mais sur le mot révolution. Oui, sur le mot révolution. On va pas aller avec des pics dans la rue. C'est pas ce que je dis. Est-ce que je peux dire un mot sur le mot révolution? En général, les révolutions, c'est les historiens qui décrivent dans les livres d'histoire les prémices de la révolution. Parce qu'en général, au moment où les prémices arrivent, c'est-à-dire les premiers signes et signaux, faibles ou plus intensifs, on ne le voit pas. Et puis, quelques temps après, on dit, ah bah oui, c'était ça le déclencheur. Aujourd'hui, il est clair que nous ne sommes pas dans une révolution, mais que l'on sent le choc. Et d'ailleurs, Juilly l'a bien expliqué ce matin. Juilly, il a été remarquable. Il a montré que ce n'était pas un simple signal ponctuel. Il a expliqué que c'était un signal qui vient après d'autres et qui en annonce d'autres. Et ça donne, au bout du compte, ça peut donner une révolution. C'est pour ça que je veux dire, aujourd'hui, vouloir prendre ça par le petit bout de la lorgnette, c'est une erreur du gouvernement. Et moi, je souligne quand même une chose. Il y a eu, comme d'habitude, le en même temps gouvernemental. En même temps, la fermeté gentille de Darmanin dans la première phase. Oui, bonasse un peu même, je dirais. On a dit aux policiers, laissez les braves gens, etc. Et puis tout d'un coup, on serre la vis. Pourquoi? Il n'y a pas eu de raison. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Il n'y a pas eu de raison objective. C'est pas la porte, soi-disant. D'ailleurs, on ne l'a pas montré, la porte qui aurait été cassée. C'est pas la porte cassée qui justifie 91 gardes à vue. Quand on voit qu'il n'y a pas eu ça dans le premier jour des émeutes de juin. Les émeutes de juin, on n'a pas trouvé, Alors là, évidemment, la différence, c'est que les agriculteurs, ils étaient là, on leur a dit, monsieur, maintenant, le policier, monsieur, il faut monter dans le car et on vous emmène. Ils sont montés, ils n'ont pas résisté. C'est ça la différence. Marine Lançon, je dis, on va écouter Christophe Joly, parce que tous ceux qui ont écouté Christophe Joly ce matin, effectivement, c'est d'ailleurs que le gouvernement devrait écouter Christophe Joly, parce que vous avez un président de la République qui manifestement ne comprend pas ce qui se passe, depuis beaucoup d'années d'ailleurs. C'est un vrai problème parce qu'il ne comprend pas son élection présidentielle de 2022. Il ne décrypte pas son élection législative qui a suivi. Il est en très grande difficulté parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe dans ce pays. Non, mais il est une révolution à lui tout seul, le président. Oui. Il est transgressif. Les révolutions, elles n'arrêtent pas, elles sont permanentes et tout le monde applaudit. Oui. La révolution numérique, la révolution sociétale, la révolution stratégique, la révolution... ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, l'idée de la rupture qui est consacrée comme une sorte... Mais vous-même, d'ailleurs, vous aimez bien les ruptures, vous aimez bien l'atmosphère de révolution, c'est formidable, il y a une sorte d'euphorie. Ça marche comme ça, les médias. Vous le savez aussi bien que moi, il ne faut pas être hypocrite. Mais en même temps, au sommet de l'État, ils sont exactement dans la même idée. À savoir qu'il faut vraiment rompre avec le passé. Il faut que l'événement surgisse tous les jours. Tous les jours, il faut un événement. C'est pas ça du tout. Ce qui se joue là, c'est autre chose. Ah, mais ce qui se joue là, c'est que... Non, mais quand vous jouez avec les révolutions... Et je joue la révolution, on n'est plus du tout en 1789, ça n'a rien à voir. Mais personne ne dit ça. Ah bon, d'accord. Personne. Je vous dis que pour la première fois, on a soulevé le capot européen. C'est tout ce que je vous dis.
Et que c'est l'essentiel de cette séquence. Attendez, vous plaisantez, il y a eu des référendums. Mais oui, les Français ont dit non, justement. Justement. Ah oui, donc on avait soulevé le capot et on avait regardé ce qu'il y avait à l'intérieur et on avait trouvé que, franchement, la machine... Mais pardonnez-moi, je vais vous montrer un sujet tout à l'heure de 2005. Tous les partis de gouvernement ont voté pour le oui. Oui, et la plupart des médias mainstream. Oui. Donc c'est ça, soulever le capot. C'est que les gens, ils n'adhèrent pas à ça. Ils n'adhèrent absolument pas. Alors, je voudrais qu'on écoute quand même. Écoutons que après, on va écouter Christophe Joly, mais je voudrais quand même qu'on écoute l'avocate de Karine Duc, qui était cette nuit devant le commissariat et qui n'a même pas pu voir sa cliente, parce que ça me paraît quand même important. Il faut arriver à démontrer qu'ils avaient l'intention de commettre des dégradations. C'est pas la même chose. Imaginez qu'ils aient simplement l'envie de faire un sitting. C'est pas une dégradation, un sitting. C'est aussi de dire je suis là, entendez mes revendications et c'est tout. C'est pas constitutif de cette infraction en tout état de cause. Et alors, le pompon, c'est que vous avez pu échanger avec votre cliente? En arrivant à 22h le soir, on me dit qu'il est impossible que je sois mis en présence de ma cliente, que le PV de notification des droits ne se trouve pas au commissariat. En fait, ils sont détenus ici de façon complètement illégale aujourd'hui. Là, à l'heure à laquelle on parle, il n'y a aucun élément juridique qui peut baser cette privation de liberté. En tout cas, on ne m'a rien montré. Et on m'a surtout empêché de voir ma cliente alors que c'est un droit absolu, reconnu par le code de procédure pénale et qui, en plus évidemment, est à peine de nullité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit que je n'ai pas le droit de voir ma cliente m'entretenir pendant 30 minutes, ce qui est un droit pour tout garder à vue, sans aucun fondement. Sans aucun fondement. Donc c'est absolument inadmissible. Enfin, personnellement, je ne comprends pas. Vous connaissez sans doute son nom, Christophe Joly, qui est un géographe, qui est un essayiste et qui réfléchit sur la société française. Tout est dans ses bouquins. Les petits hommes gris ne veulent pas les lire, mais tout est... Parce qu'ils passent en force, comme toujours. On passe, jusqu'au moment où ça casse, en fait. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe. Ce n'est pas dans leur logiciel. Les petits hommes gris, les gouvernements, ça n'existe pas. Eh bien, un jour, effectivement, ça peut exister. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Cette France périphérique que j'ai essayé de conceptualiser depuis une vingtaine d'années, où vit finalement la majorité de ce qu'étaient les travailleurs de ce pays, des paysans certes, mais aussi des ouvriers, des employés, bref, tous ces gens qui sont maintenant un peu en périphérie du modèle économique que j'appelle aujourd'hui les dépossédés. Dépossédés, pourquoi ? Parce qu'ils sont dépossédés évidemment de leur travail, une dépossession sociale de fait. C'est finalement cette France périphérique, le cimetière de ce que j'appelais hier la classe moyenne occidentale. Mais tout le monde dit ça, que la classe moyenne est déclassée, mais personne ne fait rien pour essayer de la reclasser. Sur le constat, on est à peu près tous d'accord lorsqu'ils parlent des dépossédés. Ensuite, je ne vois pas comment leur redonner la propriété de leur destin. Oui, mais... Ça, c'est très dur. Le caractère inédit de ce mouvement, c'est ontologique, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la France qui se meurt sans ses paysans. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'était le chiffre que j'ai vu sur le nombre d'exploitations. 1992, il y en a 900 000. 2018, il y en a 300 000. En réalité, c'est la disparition d'un groupe social qui s'acte. Et on se rend compte que c'est le plus grand plan social, en réalité, de l'histoire du droit du travail en France, mais en silence. En silence, et par exemple, M. Houellebecq l'avait écrit dans ses retenines. Alors, deuxième passage de M. Guilly, qui est précisément vient sur ce thème. Et des normes également. Il y a une crise agricole, de fait, une crise agricole qui est notamment liée aux normes européennes que subissent les paysans. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des normes qui sont imposées par des gens qui ne s'imposent aucune norme, qui sont dans le no limit du marché. Ça, c'est le petit paradoxe. Mais les normes, alors il y a plusieurs choses, parce que là, il parle sans doute des libéraux, mais il y a également les normes écologiques. Il y a les deux. Il y a les normes du marché, non, il y a les normes du marché, Pascal. Mais les normes écologiques. On a souvent parlé ici sur la répartition de la valeur ajoutée, il y a un vrai problème, et les normes environnementales, phytosanitaires. Mais je suis d'accord avec vous il faut creuser cette idée sur le fait que
il est en train de se passer quelque chose. Moi, je pense qu'on vit une bascule. Combien de fois on l'a dit? Non, pourquoi Parce que depuis 2005, non mais je sais de m'en expliquer. Depuis 2005, Philippe Bilger, tout va très bien, Madame la Marquise. Non, je résume. C'est ça votre attitude. Depuis 2005, c'est ça votre attitude ce matin. Arrêtez, tout va très bien, qui rentre chez eux. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas maximaliste qu'on n'est pas intelligent. Il s'est passé quelque chose. Arrêtez de penser que ceux qui cherchent à réfléchir veulent la catastrophe. Je soutiens Monsieur Convert, mais je ne le fais pas n'importe comment. Il s'est passé, je voudrais juste terminer, il s'est passé quelque chose... Des soutiens comme ça, Vous croyez que votre soutien, en partie très fortement démagogique, va apporter... lui, il n'est pas d'accord avec vous, en tout cas. Est-ce que Monsieur Convert, il n'est pas d'accord avec vous. Vous croyez... Vous le soutenez, mais il n'est pas d'accord. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Parce que c'est à lui qu'il faut parler. Mais Monsieur Convert... Non, mais c'est à lui, pas à moi. Parlez-lui à lui. Mais puisque... Pas à moi, à lui. Vous me mettez en cause... Vous me mettez en cause en disant... J'aimerais terminer sur mon idée. Oui, mais on l'a compris. Non, c'est pas sympa. Ça, Philippe, c'est pas sympa. Je l'avais compris. Donc, je voulais simplement vous dire, Philippe, quand bien même vous savez ce que je vais vous dire au millimètre près, c'est qu'en 2005, il s'est passé quelque chose de tellurique. Le peuple français a dit non. Et depuis, tout a été mis sous le tapis. Voilà. Tout. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait irruption. C'est pour ça que je parle de bascule à travers la question agricole. Ça aurait pu être la question énergétique, mais c'est la question agricole où les personnes se disent, même si elles sont éloignées du monde paysan, ça ne peut plus se passer comme ça. Voilà, ça ne peut plus. Malgré tout, c'est ce qui se passe. C'est une prise de conscience, moi je trouve magnifique, en disant on ne peut plus. Monsieur Convert, il a raison. Et on va réécouter 2005 parce que c'est ça que vous voulez pas entendre. Je vous promets. Non, mais vous avez entendu parler. Et là où je suis pas d'accord non plus, parce qu'il a l'esprit de contradiction, Vincent Herouet. Il est là pour ça. Voilà. Mais en fait, entre 92 et 2005, on n'a pas ouvert. C'était très abstrait tout ça. On n'a jamais ouvert le capot. Parce qu'on pensait que en théorie, l'Europe allait nous aider. Alors pas cette Europe-là. Et ça fait pas de nous des anti-européens. Évidemment que ça fait pas de nous des anti-européens. Mais on peut mais en revanche, c'est ça ce que j'appelle soulever le capot. Mais j'ai bien compris. Non, mais c'est l'aboutissement d'une catastrophe annoncée. En fait, on est au résultat qui nous avait été annoncé par certaines personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que le référendum avait donné ce qu'il avait donné à l'époque. On est parti dans cette voie-là, en dehors des considérations et des avertissements qui avaient été faits. Voilà, donc aujourd'hui, comment on va en sortir? Non, moi je ne peux pas croire que c'est foutu, parce que si c'est foutu, effectivement, on va déléguer notre alimentation, on va tout déléguer. Mais ils veulent vous faire mourir pour en sortir. C'est sûr que dire le grand basculement, ce coup-là, c'est peut-être bientôt le dernier. Le grand basculement, si ce coup-là, ça penche du mauvais côté, qu'il n'y a pas un rétablissement quand même qui se fait, eh bien, c'est la disparition de l'agriculture française telle qu'on la connaît. Oui. Parce qu'il y aura toujours... Mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ça le grand paradoxe. Parce que les peuples veulent. Non, et là, aujourd'hui, mais les petits hommes gris, c'est ce qu'ils veulent. Que vous mouriez. Non, moi je crois encore que le pouvoir, c'est pas eux. Et quand je dis que la PAC, la PAC est à l'agriculteur, ce que le soin palliatif est au mourant. Voilà, c'est exactement la même chose. On est en période d'anesthésie, on arrive à l'euthanasie. Mais bon, mais on va s'en sortir quand même. Bien sûr. Ouais, je pense quand même une chose, c'est qu'il n'y a pas d'exemple dans la France. Alors, les exemples, il faut aller les prendre ailleurs. Je vais en prendre un qui va peut-être vous choquer un petit peu en apparence. C'est l'exemple de Staline. Il n'y a pas d'autre exemple de diminution. Oui. Vous savez, les koulaks, c'était ce que les communistes appelaient les paysans riches. C'est pas des paysans qui étaient riches, c'est simplement des paysans qui étaient propriétaires de leur petit lopin, de leur petite exploitation. Ils ont décidé, par manière évidemment du système, que les koulaks devaient disparaître. Les kolkhozes. On a transformé les petits paysans propriétaires d'un lopin, ceux qui existent encore en France, il y en a encore 300 000, on les a transformés en salariés de kolkhoz ou de sovkhoz. En gardien de square, m'a dit un paysan. Et ça a duré... Non, mais je vous jure, il m'a dit, je suis un gardien de square. Non, mais les nombres, c'est des millions. C'est plusieurs dizaines de millions de paysans russes ont été transformés ainsi. Et si on prend les chiffres français, moi, quand j'étais enfant, il y avait encore 5 millions de paysans. 5 millions de paysans, il y en a aujourd'hui, selon les chiffres que j'écoute, autour de 300 000. 5% de la population active, il y a 40 Jamais une
catégorie sociale n'a connu une telle disparition. C'est un grand remplacement. On l'a dit pour l'immigration dans d'autres contextes. Pour l'agriculture, c'est un grand remplacement d'une population Gérard, qui on a compris. Oui, mais c'est important de le dire. Oui, vous l'avez bien dit. Gérard, c'est une machine absolument folle et puis c'est une utopie qui continue. Je veux dire, vous dites qu'on soulève juste le capot de la machine. Moi, j'ai l'impression que ça fait maintenant plus d'un quart de siècle que la question de la souveraineté, c'est pas une question. Je veux dire, c'est pas un concept pour philosophes en chambre. C'est des questions extraordinairement concrètes. Par exemple, hier, vous avez ça à la une du Figaro ce matin, le Conseil, c'est-à-dire les États, les 27 États, et le Parlement se sont longuement entendus sur le petit déjeuner, sur combien pour la confiture, il faut que le ratio minimum soit de 450 grammes de fruits par kilo. De fruits par kilo, au lieu de 350 grammes précédemment, etc., etc., etc. C'est-à-dire que on rentre dans un détail fou. Alors là, c'est pas les petits hommes gris, mais c'est l'orgasme absolu de tous les eurocrates. On peut discuter du nombre de fruits, du nombre de fraises dans le pot de confiture. Ça, c'est un truc absolument magnifique. Mais au bout du compte, ce que vous avez, c'est que vous êtes absolument plus libre de commercialiser votre confiture que vous faites avec les fruits de votre jardin. C'est quelque chose d'un peu... Ça rentre dans le concret de la vie. C'est pas des trucs abstraits. Sauf que c'est très emmerdant à raconter. C'est très compliqué à écouter. Voilà. Ce que vous avez bien compris, c'est que les agriculteurs organisés et disciplinés donnent à une réalité concrète à cette Europe, alors que vos exemples qui étaient disséminés et qui n'avaient pas un mais cadre... tous les agriculteurs connaissent Bruxelles. Et vous comprenez pas. Comment on boucle le Parlement? Vincent, ce que je veux vous dire, c'est que le public... L'opinion publique, ça fait 7 ans qu'on anime une émission le matin. Jamais on a parlé de folie européenne comme on en parle en ce moment, parce que d'une certaine manière, on a ouvert le rideau. C'est ça que je vous dis. À moitié pardonné. Vous avez raison d'en parler aujourd'hui. C'est ça que je veux vous dire. Oui, parce qu'avant, ça restait un peu abstrait. C'est-à-dire qu'on voyait certains éléments du puzzle, mais il n'y avait pas les agriculteurs qui concrètement disent « moi, on m'empêche de cultiver mon jardin ». C'est ça que je veux vous dire. Vous n'êtes jamais allé à Bruxelles? Si, il y a une semaine. Il y a une semaine. Allez, peu importe, il y a plus de 10 ans, on y est déjà allé. Là, on y est allé il y a une semaine. Peu importe. On va marquer une pause. Comme tous les matins à 9h25, je vais faire cet exercice d'équilibriste et même de funambule, de saluer notre ami Thomas Hill